bonsoir à tous. Merci d'être venus encore une fois nombreux à l'Agora des Savoirs. Nous sommes très heureux de vous accueillir, Anne Loerf, pour cette reprise d'un cycle, puisqu'on s'était quitté il y a un mois avec une anthropogénéticienne, Evelyne Heyer, et on vous retrouve cette fois-ci avec une historienne et archéologue, et je dirais même archéométallurgiste. Alors on en discutera sans doute au cours de la conversation et de l'heure qui suit. Vous êtes spécialiste en proto-histoire européenne. Là aussi, vous serez amené à nous préciser ce que c'est que la proto-histoire et plus particulièrement de l'âge du bronze en Europe. Vous enseignez à Cergy Paris Université. Vous êtes alors, est-ce que vous êtes toujours vice-présidente du Conseil national de la recherche en archéologie? Oui. Ok, et membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes l'autrice d'un certain nombre d'ouvrages. Alors, je ne vais pas rappeler tous les titres, mais peut-être évoquer Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre, chez Belin, c'était en 2018, parce que il sera question tout à l'heure probablement aussi de la guerre. Et puis, vous êtes aussi l'autrice, alors de que sais-je, sur le néolithique ou sur l'archéologie, d'un dictionnaire amoureux de l'archéologie. Ça, c'était chez Plomb. Et puis, alors c'est le prétexte de l'invitation, la réédition en poche d'un maître-livre préhistoire d'Europe de Néandertal à Vercingétorix. Alors là, c'est la version poche chez Belin dans la collection Mondes Anciens dirigée par Joël Cornette. Maître livre et sacré défi, j'ai envie de dire, parce que il vous a fallu, pour ouvrir cette collection Mondes Anciens, synthétiser en un peu plus de 600 pages, presque 40 000 ans d'histoire, de présence humaine en Europe. Donc j'imagine que c'était à la fois une tâche exaltante et quelque peu effrayante au tout début de l'aventure. Peut-être pour ouvrir cette discussion et justement m'arrêter sur le titre Préhistoire d'Europe, on remarque tout de suite que à ce préhistoire, et normalement d'ailleurs on va le remarquer voilà sur l'écran, il y a un S à préhistoire, cette mise au pluriel d'un mot préhistoire qu'on a nous l'habitude la plupart du temps on parle de la préhistoire. J'ai encore vérifié dans les cours de mon fils au primaire, on ne parle que de la préhistoire. Alors qu'est-ce que permet ce passage au pluriel? Pourquoi c'était important pour vous, Anne Loerf, de parler des préhistoires? Merci tout d'abord de me donner la parole, puis merci d'être là et d'être aussi nombreux. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous, malgré a priori les difficultés de transport. Mais voilà, il se trouve que j'ai eu le seul TGV de la journée entre Paris et Montpellier. Donc cette conférence était inscrite quelque part, malgré les difficultés. Voilà, et peut-être d'ailleurs que je vais rester, parce que c'est pas sûr que je puisse repartir. Mais je vous ferai une autre conférence demain. Pardon, je dis des bêtises. Effectivement, tout d'abord, c'était un vrai défi. Mais pour moi, c'était un défi que je trouvais extrêmement intéressant. Alors, nous, on voit ça en France comme un défi en se disant, oh là là, mais jamais on va oser, on nous met dans un couloir de nage. Alors, on est spécialiste d'une chose dans le monde académique et puis on est prié en général de pas sortir trop de son couloir de nage, sinon on se fait gronder par les voisins. Et alors que, par exemple, les anglo-saxons en Angleterre, il n'y a pas du tout d'autocensure et je connais un certain nombre de collègues qui n'hésitent absolument pas. Et alors, comme ils n'ont pas, mais ça on y reviendra tout à l'heure, cette fin d'un Vercingétorix, eux, ils vont jusqu'au Moyen-Âge et ça leur pose aucun problème. On va du Paléolithique au Moyen-Âge et on fait la synthèse. C'est-à-dire qu'on est professeur des universités, on est là pour faire des synthèses et donc on assume pleinement la synthèse. Donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les Français feraient pas aussi bien que les Anglais quand même? Il n'y a pas de raison. Et donc du coup, je me suis lancé ce défi. J'ai un peu, on va dire, agrandi d'une certaine manière les cours que je donnais à l'université, puisque mes cours de proto-histoire européenne, il y a quand même un noyau qui était mon enseignement pendant une quinzaine d'années. C'est la proto-histoire et on va y revenir, c'est-à-dire du néolithique jusqu'à la fin de l'âge du fer. Et puis je me voyais pas faire en fait raconter, on va dire, la première histoire de l'Europe en me disant tu vas faire ta spécialité puis tu vas laisser les premiers hommes, la grotte, l'implantation des humains en Europe. Ceux-là tu les intègres pas dans le livre. Ceux-là n'auront pas le droit de rentrer dans l'histoire d'une certaine manière et dans cette synthèse. Et j'ai trouvé que c'était pas correct. Et donc je me suis dit non, il faut prendre tout le monde et oser d'une certaine manière faire un pas un peu en arrière dans la chronologie et
ouvrir ce champ des préhistoires. Alors, le pluriel, il est important parce qu'effectivement, en général, on dit la préhistoire. La préhistoire qui est un terme qui a une histoire, parce que tous les mots ont une histoire, et c'est souvent d'ailleurs intéressant de connaître cette histoire. Le terme de préhistoire a été adopté en 1867 à Paris par le monde savant qui s'était réuni autour de l'exposition universelle de Paris. Et puis, depuis un moment déjà, on cherchait des termes pour essayer de désigner ces temps très anciens qu'on n'avait pas prévu d'avoir, parce que jusqu'au début du 19e siècle, en gros, en Europe, les chronologies auxquelles on était habitué, qui étaient admises, c'était les chronologies du monde chrétien. Donc il y avait un déluge, et le déluge, c'était le début de l'humanité, et tout allait bien. Et puis au 19e siècle, patatras, on a creusé dans le sol, et puis un certain nombre d'individus, dans la Somme, par exemple, Jacques Boucher de Perthes de Crèvecoeur, met au jour dans la stratigraphie, donc cet empilement des couches, des vestiges qui montrent qu'il y a eu des individus en même temps ou avant des animaux qui ont disparu. Et donc là, forcément, ça bouscule les certitudes en matière de chronologie et de contemporanéité. Et donc, il a fallu, autour des années 1850, admettre, donc c'est aussi le moment où Darwin publie en 1859 l'origine des espèces. Donc, il se passe quelque chose dans ces années-là. Et donc, le monde est obligé, le monde européen qui réfléchit sur le passé, est obligé d'admettre qu'il va falloir réfléchir les choses autrement. Et donc, ça veut dire trouver des mots pour désigner ces temps très anciens qui ont surgi et pour lesquels on n'a pas de nom, puisque ces sociétés n'ont pas d'écriture. Donc ce sont évidemment les contemporains du 19e siècle qui eux-mêmes ont fait les découvertes, qui vont devoir chercher des mots. Et c'est assez emblématique puisque Jacques Boucher de Perthes, la première terminologie qu'il propose dans son ouvrage, ce sont les hommes antédiluviens. Parce que ces références, c'est le déluge. Et donc il va désigner ainsi ce qui est avant le déluge. Et puis c'est tellement connoté d'un point de vue religieux d'une certaine manière qu'on va chercher autre chose. Donc on va chercher, alors on va proposer paléthnologie, antéhistoire. Il va y avoir tout un ensemble de mots qui vont être proposés. Et puis finalement, on s'arrête en 1867 sur ce terme de préhistoire, qui va être d'une certaine manière avant ces temps très anciens que l'on ne connaissait pas dans les textes antiques et qui sont là et qu'il faut désigner. Alors pourquoi moi j'ai choisi d'y mettre un pluriel? C'est parce que justement, en général, la préhistoire, même si, parce qu'elle est enseignée un peu à l'école, parce qu'elle est revenue dans les programmes scolaires du côté de la 6e, c'est perçu, alors pas par les spécialistes qui se battent pour effectivement y voir des subdivisions, essayer de faire comprendre qu'il y a des histoires dans cette préhistoire, mais souvent c'est perçu comme une espèce de monde un peu flou, en fait. Cette espèce d'espace-temps très lointain et assez flou, c'est-à-dire qu'il y a les hommes dans la grotte, puis après, pouf, on fait un grand saut, puis en gros, on arrive du côté des Gaulois. Puis voilà, puis il y a ce flou-là, au milieu. Et puis tout ça, ça s'appelle la préhistoire. Bon. Et je me suis dit non. Si on veut sortir la préhistoire, parce que c'est un texte qui effectivement est une synthèse, mais c'est quand même aussi un texte militant sur des questions d'histoire et de définition. Et en général, par rapport à justement ce que je fais, il y a toujours un peu ce côté, chez moi, un peu militant, pour essayer de mettre en avant l'intérêt, la force, l'importance de ces époques très anciennes qui sont quand même souvent mangées par ce que l'on appelle encore dans les kiosques et dans les magazines que l'on trouve en gare les grandes civilisations. Ce qui, à chaque fois, me fait dresser les cheveux sur la tête, manquer de m'évanouir. Alors je les achète systématiquement en gare, mais juste pour avoir un ensemble de ces... Mais voilà, les grandes civilisations, comme s'il en existait de petites, ce qui est quand même pas juste pour les autres. Et puis, dans cette configuration-là, nous, y compris même à Montpellier, et ailleurs en Europe, on n'est quand même pas les pyramides d'Égypte, on n'est pas les temples grecs, on n'est pas la Mésopotamie, et donc c'est foutu, on n'est pas les grandes civilisations. S'il n'y a rien à faire, et donc
Et donc, pour essayer de montrer la richesse, la diversité, l'importance, effectivement, je me suis dit, tu vas commencer par mettre un S après histoire, pour montrer cette diversité. D'abord, ce S bouscule, il dérange. Donc déjà, quand ça dérange, ça interroge. C'est un bon point. Et ça permet, voilà, d'ouvrir la discussion sur, finalement, ces préhistoires et leur diversité. Alors peut-être avant d'aborder certains aspects de cette complexité, de cette richesse que vous venez d'évoquer brièvement, et pour finir de poser le cadre, donc préhistoire, proto-histoire, âge de bronze, âge de fer, est-ce que vous pouvez nous faire une toute petite mise au point chronologique et temporelle pour qu'on sache à peu près de quoi on va parler ce soir ? Alors, voilà le tableau qui est effectivement dans ce livre, qui est le tableau en général avec lequel je commence les cours aujourd'hui avec les étudiants. Petit cours. Il n'y a pas un terreau à la fin, je vous rassure. Alors, préhistoire, vous voyez que sur ce petit récapitulatif, ça résume assez bien finalement cette espèce de mouvement qui s'est passé. C'est-à-dire que il y a effectivement eu le terme de préhistoire qui est né, Paris 1867, et puis le terme de proto-histoire qui englobe, qui vient et qui est ensuite subdivisé. Alors on a paléolithique, mésolithique, néolithique, âge du bronze, âge du fer. Et tout ça, ça a une histoire. C'est-à-dire que en fait, on a découvert cette ancienneté de l'humanité. Et puis plus on a travaillé, plus on a étudié de vestiges, plus on a fouillé, plus on s'est rendu compte de cette diversité. Et pour rendre compte de cette diversité, on a mis des mots pour essayer de caractériser chacune des périodes. D'où cette terminologie qui est encore relativement simple par rapport aux subdivisions que les archéologues sont capables d'inventer, qui est un casse-tête absolument terrible. Alors, proto-histoire, c'est une terminologie qui est née en France, et qui est née d'une querelle entre deux individus, en l'occurrence Alexandre Bertrand, premier directeur du musée d'archéologie nationale, et Gabriel de Mortillet, qui était en fait son adjoint. Et en fait, c'est autour d'un débat intellectuel pour accepter l'existence d'un âge du bronze ou pas en France, dans les années 1870-1880. Et pour affirmer sa position, Gabriel de Mortillet invente des terminologies et invente ce terme de proto-histoire, qui a eu du mal à trouver son identité et qui reste un mot encore aujourd'hui qui est un petit peu flottant, qui en tout cas divise et suscite encore des débats. Donc moi, j'ai une position par rapport à ce terme de proto-histoire. Alors, le terme de proto-histoire, là aussi, il a l'avantage, d'une certaine manière, de rajouter une sixième période, en fait, à l'histoire. C'est-à-dire qu'on aurait la préhistoire, la proto-histoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, le moderne et le contemporain. Ce qui permet d'allonger le temps. Plus vous avez d'époque et plus psychologiquement, dans ce que ça allonge le temps. Une terminologie en histoire, en archéologie, c'est toujours un outil qui est pratique, parce que quand on dit Louis XIV, pouf, votre cerveau va se positionner à un endroit dans le temps et en gros dans l'espace. Quand on dit préhistoire, votre cerveau se positionne en général dans la grotte. Quand on vous dit proto-histoire, alors c'est variable. Dans un dîner en ville, si je dis que je suis archéologue, ça suscite en général l'enthousiasme. Si je dis que je suis proto-historienne, en général, ça laisse un blanc poli. Alors j'ai essayé une fois de dire, avec un gros mensonge, que j'étais égyptologue. Ça a été un déchaînement de fou. Je me suis dit finalement, à la place de proto-historienne, peut-être que je vais changer de boutique et je vais passer égyptologue. Ça a beaucoup plus de succès. Alors, une fois qu'on a dit qu'effectivement, ces boîtes, ces ensembles dans lesquels on range finalement les récits, les individus, les sociétés, étaient des boîtes pratiques, mais imparfaites, il faut leur donner un sens. C'est-à-dire que soit on les garde, soit on les élimine. Proto-histoire, c'est passé dans des terminologies, je ne vous raconte pas le détail parce qu'on en a pour jusqu'à demain, mais c'est passé dans les terminologies au milieu du XXe siècle comme étant quelque chose qui est ce que vous trouvez éventuellement sur Internet, ce que vous avez entendu, des sociétés qui ont existé, qui ne pratiquaient pas l'écriture, mais qui étaient racontées par d'autres. Un truc comme ça. Bon. Alors, pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi ça ne va pas et pourquoi cette terminologie dans ce sens-là n'a pas de sens ? Vous ne pouvez pas décrire une société, des individus, par ce qu'elles n'ont pas. C'est-à-dire que par la négative. Quand on fait de l'histoire, on décrit des contenus. On décrit les gens pour ce qu'ils sont
et non pas pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, il faut trouver un sens en essayant de déterminer ce que ces sociétés sont. Ça, c'est la première chose. L'autre paramètre qui me semble important, c'est que pour moi, l'écriture n'est absolument pas un critère déterminant quand on déclare faire de l'histoire ou pas de l'histoire. Il n'y a pas de société humaine qui soit en société, qui soit hors de l'histoire. Donc, le critère de l'écriture, de mon point de vue, n'est pas un critère. En 2007, il y a un président de la République qui n'est plus président, qui a fait une tentative folle à Dakar d'essayer de dire que les sociétés africaines n'étaient pas assez rentrées dans l'histoire. Ça a fait quelques vagues. Quel était son critère? C'était exactement ça, dans son esprit ou de celui qui a fait son discours, qu'il a quand même prononcé. L'idée, c'était qu'effectivement, les sociétés africaines n'avaient pas l'écrit, et que donc, à ce titre-là, elles n'étaient pas encore rentrées dans l'histoire, donc il devait les situer du côté de quelque chose comme étant le néolithique. Bon. On peut comprendre que l'Afrique ait un peu réagi, voilà, et d'autres d'ailleurs hors d'Afrique. Donc, la question de l'écriture pour définir des sociétés qui sont effectivement ont une histoire ou pas, et aujourd'hui en 2023, déjà en 2007 c'était impossible, en 2023 c'est absolument inacceptable. Les sociétés ont une histoire, quelles que soient les sources ou les traces qu'elles laissent, que ce soit effectivement des traces écrites pour se raconter, ou que ce soit toute autre chose, c'est-à-dire les traces que les archéologues trouvent. Donc ça c'est un autre facteur. Donc proto-histoire, en décrivant des gens par ce qu'ils ne sont pas et avec le critère de l'écriture, ça n'a pas de sens. Donc ma question c'est, est-ce qu'on supprime du coup proto-histoire? On met tout en préhistoire et on n'a pas de proto-histoire. Ça m'embête parce qu'effectivement, ça permet, ce terme de proto-histoire, de faire quand même une distinction sur des changements qui sont fondamentaux dans les sociétés et qui permettent de désigner un temps important et auquel il faut donc trouver un sens. Et il faut donc chercher, c'est le principe de tous les débuts de toutes les époques, il faut chercher des ruptures. Ce qui évidemment ne veut pas dire qu'à un 1er janvier, du côté de 8h23, touc, il se passe un truc et tout change. Non. Mais on a même avec des phénomènes qui ont une certaine durée, quand même des changements qui sont suffisamment conséquents pour qu'à un moment donné, il y ait un sens pour mettre un mot derrière cette réalité-là. Et pour la proto-histoire, c'est effectivement le changement majeur à un moment donné dans l'histoire humaine. C'est ce passage, c'est le développement du néolithique, ce passage pour les hommes de prédateurs à producteurs, avec toutes les nuances qui vont avec, et on y reviendra, tous les modèles aussi qu'il y a, le fait que, effectivement, c'est la naissance, en gros, même s'il y a des modèles différents à travers le monde, du monde agricole, du monde paysan. Et donc, ça légitime de mettre la proto-histoire. Là, cette fois-ci, on est effectivement dans une terminologie qui correspond à une réalité dans l'histoire des sociétés. Voilà. Alors je vous rassure, comme on a reçu François-Xavier Fauvel en novembre dernier, on est tous très conscients ici que l'Afrique était entrée largement dans l'histoire. Il a dû parler de ce discours. Il en a effectivement parlé du discours de Dakar. Alors vous avez dit oui, effectivement, il n'y a pas de traces écrites quand on est archéologue, préhistorienne. On travaille à partir de traces, de vestiges, de matériaux, parfois de trous qui ont accueilli des poteaux, et à partir desquels et c'est un peu comme ça que je m'imagine votre travail, et vous pouvez tout à fait me détromper si je dis une bêtise, à partir desquels on essaie d'imaginer, de comprendre ce qu'étaient les hommes et les femmes, comment ils vivaient, comment ils pensaient, comment ils s'organisaient en société, voilà, ce qu'ils mangeaient. Bon. Et parmi les traces et les vestiges qu'il nous reste, alors il y en a qui sont extrêmement spectaculaires, et c'est peut-être là-dessus qu'on va continuer, c'est la fameuse question des grottes que vous avez déjà évoqué tout à l'heure, ces grottes qu'on connaît toutes et tous, en tout cas dont on connaît des images et sur lesquelles on a beaucoup d'idées reçues. Ces grottes, alors c'est à peu près quelle période déjà, l'époque des grottes et de l'ornementation des grottes? Je crois que c'est un temps long. C'est un temps long. Et alors, de manière synthétique évidemment, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces grottes, des hommes et des femmes qui en furent les contemporains? Est-ce que c'était des lieux du quotidien ou des lieux de l'exceptionnel? Qu'est-ce que ça nous permet d'apercevoir de leur mentalité, de leur rite, de leur manière de penser?
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Alors, effectivement, l'archéologie, effectivement, est un domaine qui va travailler sur les vestiges matériels, en positif, en négatif. On y reviendra tout à l'heure avec un certain nombre de traces. En Europe, on a beaucoup, pour ces époques anciennes, des vestiges qui sont des vestiges très ténus, très modestes. On a effectivement, alors sauf ces grottes qui sont une espèce de contre-exemple, voilà, fabuleux. Mais c'est vrai que le quotidien de l'archéologue qui travaille en préhistoire et en proto-histoire, c'est quand même des vestiges. C'est pas très vendeur. C'est beaucoup moins vendeur que la pyramide d'Égypte, c'est clair. Et c'est vrai que voilà, quand le public vient sur un chantier et alors vous avez trouvé des trésors et alors voilà, et puis on leur monte un négatif de trou de poteau et on leur chante tous les mérites du négatif de trou de poteau et on est étonné de ne pas rencontrer un succès fou à dire, vous savez, c'est merveilleux le négatif de trou de poteau, ce qui est quand même tout à fait injuste. Mais parce que en travaillant avec ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas, les lacunes, les archéologues ont effectivement cette espèce de défi fou d'essayer de retrouver les vies passées de ces sociétés. L'archéologie ne s'arrêtant pas, n'étant pas d'ailleurs cantonnée aux mondes anciens. L'archéologie aujourd'hui ne s'interdit plus rien. Elle va des origines de l'humanité jusqu'à avant-hier. Elle va sous la terre, elle va sous les eaux, elle va partout. Elle est absolument partout, avec ce point commun que voilà, on est sur des données matérielles pour des sociétés sans texte ou des sociétés avec texte. Et à ce moment-là, on réunit tous les types de sources pour essayer de travailler. Alors, pour les grottes, pas de texte. Ils ont pas, il n'y a pas le mode d'emploi, il n'y a pas le petit cartel en bas, il n'y a rien. Et ces grottes sont assez extraordinaires. Alors, Cocorico français, on a le plus grand nombre de grottes pour l'instant dans le monde pour les périodes les plus anciennes. On n'y est pour rien, mais c'est comme ça. Elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors ça, c'est la grotte Chauvet, qui est donc la plus ancienne. On est du côté de moins 36 000 avant notre ère. Et les dernières, qui sont effectivement là aussi sur notre territoire, sont du côté de 17 000, 16 000 avant notre ère. Donc ça couvre quand même une bonne période, avec des styles différents, avec des représentations, avec un bestiaire différent. C'est évidemment très compliqué de savoir ce que ça représente pour ces sociétés. C'est évident que ce n'est pas un instantané photographique. Il y a un sens derrière. Et puis il y a beaucoup de débats pour savoir ce qu'il y a. On est sur un registre à la fois réel et symbolique. On n'est pas sur des lieux de vie, on est plutôt a priori sur des lieux d'occupation, on va dire dans le vocabulaire courant d'aujourd'hui cultuel, qui avaient une signification pour ces sociétés qui revenaient régulièrement dans ces endroits à des moments probablement particuliers aussi dans leur vie quotidienne. Et puis voilà, c'est vrai qu'on est sensible parce que on aime bien travailler sur les négatifs de trous de poteau, mais c'est vrai que quand c'est beau, c'est pas mal aussi. Donc voilà, c'est difficile de bouder son plaisir quand on a la grotte Chauvet. Moi, j'avoue que j'ai eu l'immense privilège de descendre dans la vraie, et je peux vous garantir que je suis bavarde. Ça m'a coupé la parole pendant 5 jours. Donc, comme quoi, c'est quand même effectivement un effet tout à fait remarquable. En tout cas, même sur les contemporains. Voilà. Et œuvre d'art ou pas, du coup, la question du statut de... Je sais pas, sur la question, les paléolithiciens veulent absolument effectivement y voir de l'art. Alors moi, ce qui me gêne, c'est pas que ce soit de l'art ou pas de l'art, c'est qu'en fait, le terme d'art, on a l'impression que d'une certaine manière, quand on utilise le terme d'art, ça donne une espèce de label supplémentaire. Si on est de l'art, on est mieux que. Alors sur les périodes d'après, alors sur ces représentations sur les parois, c'est une chose, mais après on a des registres iconographiques sur des objets, par exemple. Alors là, c'est plus de l'art, c'est de l'artisanat. Bon, est-ce qu'on est moins bien, est-ce qu'on n'est pas... J'ai du mal à intégrer cette réalité, d'autant que justement on ne connaît pas du tout le statut des individus qui ont peint. On ne sait pas du tout quelle était la commande ou pas la commande, quelle est la place de la liberté. Aujourd'hui, voilà, un artiste qui crée librement, il appartient au monde qui est le nôtre. Là, il faut essayer de se replacer dans le monde du paléolithique, ce qui n'est pas forcément évident. Et je pense qu'à aller trop vite, on est de toute façon toujours dans le risque de l'anachronisme quand on fait de l'archéologie sur ces périodes très anciennes.
Mais voilà, je ne sais pas si ça ajoute ou si ça enlève que ce soit de l'art ou pas. Voilà. Et le paléolithique nous a aussi laissé des représentations féminines, et vous en avez choisi 2. J'en ai choisi 2, puis il paraît que c'est la journée de la femme aujourd'hui. Alors, journée des droits des femmes. Journée des droits des femmes. Alors, là, je sais pas. Ça va être compliqué de leur demander quels étaient leurs droits. Donc voilà, on aura fait quand même notre petite. Alors, effectivement, la représentation. Alors de ces deux images, ce sont des images emblématiques du paléolithique et des représentations féminines. Alors, on a dit tellement de choses sur les représentations féminines que j'évite d'en rajouter. Puis il y a vraiment des spécialistes, c'est-à-dire que j'ai intégré le paléolithique, les paléolithiques, là aussi il y a un pluriel, mais c'est vrai que je suis pas spécialiste de ces questions-là. Donc ces figurines, elles ont fait beaucoup parler parce que elles sont quand même, donc à gauche c'est la figure d'une statuette gravétienne tout à fait typique, donc d'une période très très particulière. Et il y en a des nombreuses en Europe, et en fait on a beaucoup parlé alors au 19e avec un certain mépris, y compris au début du 20e siècle, parce que le canon de pensée, c'était quand même la Vénus grecque de l'Antiquité, et dans les références esthétiques de l'époque, ça c'était moche, et puis les Vénus antiques, elles étaient jolies. Voilà. Donc les Vénus gravétiennes ont entendu tous les noms, toutes les dénominations les plus terribles pour les désigner, effectivement parce que les caractères sexuels sont très marqués, elles ont des seins très marqués, des fesses, des ventres, etc. Donc voilà, on en a trouvé qu'elles n'étaient pas jolies. Jolies ou pas jolies, elles sont là et elles ont un sens, et ça devait avoir un sens, effectivement, de les représenter de cette manière. Là où l'esprit européen a été bousculé, c'est le jour où on a trouvé cette petite dame de Brassampouille, parce que là, on peut pas dire qu'elle est moche. Et donc, du coup, ça a un petit peu perturbé, parce que ça allait bien, finalement. La Vénus gravétienne qui était moche, dans le 19e, on se disait, voilà, c'est les origines de l'homme, donc ils sont un peu rustres, ils sont moches, c'est pas tout à fait nous. Et puis là, pouf, Brassampouille, on se dit, elle est quand même mimi, la petite dame. Donc, peut-être que nos ancêtres n'étaient pas si rustres et si moches que ça. Donc, ça a bousculé. Alors, cette petite dame, elle fait 3 cm à peu près de taille. Donc, c'est vraiment tout petit. Elle a effectivement des traits fins. Elle a une coiffure tout à fait particulière Et c'est intéressant, au-delà de la représentation et de ses traits, parce que justement, ces dames rentrent aussi dans l'histoire de la pensée et dans l'histoire de notre regard sur ces périodes anciennes et sur finalement nos origines qui sont nées dans ce 19e siècle, à peu près aux époques où on a trouvé ces représentations. Voilà. Alors un des autres aspects qui est absolument fascinant dans le livre, c'est la question du soin qu'on apporte, que ces hommes et ces femmes apportaient à leur mort, parfois à leur blessés d'ailleurs, puisqu'on a des traces, vous allez sans doute nous le dire, de soins médicaux, je ne sais pas si on peut les qualifier de médicaux, mais en tout cas apportés à des blessures. Et puis il y a ces fosses avec ces défunts. Alors là, vous avez fait un choix de 2 illustrations. Qu'est-ce que l'archéologue préhistorien, lorsqu'il est en présence et lorsqu'il étudie, avec d'ailleurs plein de spécialistes qui interviennent autour de lui ou autour d'elle, ces tombes, qu'est-ce qu'on peut dire du rapport à la mort et à l'autre qu'entretenaient les hommes et les femmes du paléolithique? Alors c'est intéressant cette question de la mort, c'est un sujet d'abord qui nous touche forcément puisque c'est notre destinée à tous, pardon. Et donc c'est évident que l'archéologie a un rapport particulier avec ces questions-là. C'est intéressant de voir. Alors il y a effectivement de nombreux spécialistes, ce qui n'est pas mon cas. Et aujourd'hui, il y a aussi des spécialistes avec le développement des études paléogénétiques et de l'ADN. Il y a des spécialistes sur ces questions vraiment très pointues. Il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de questionnements. Je crois que vous avez reçu également Jean-Paul Demoule qui a dû en parler en lien avec des attentes sur les migrations. Alors, il se trouve que les archéologues ont beaucoup de vestiges humains, de morts. Ça fait partie de leur quotidien, puisque l'humanité en archéologie, j'allais dire, est encombrée
de défunts plus que de vivants. C'est les défunts que nous étudions, et de manière parfois directe, puisque ce sont les vestiges directement des humains que nous avons. Alors il y a plusieurs éléments sur cet aspect-là. Il y a le fait que on se rencontre à l'échelle de l'histoire de l'humanité que prendre en charge ces défunts, c'est un des premiers gestes, d'une certaine manière, des hommes en société, de l'humanité. C'est-à-dire que on laisse pas, là j'ai mis du paléolithique récent et du même final, et puis du mésolithique, mais Néandertal enterrait ses morts. Donc on a des traces très 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 anciennes, y compris. Alors on a un petit pourcentage de Néandertal, mais Néandertal c'est pas nous sommes des sapiens. Je sais pas pourquoi on a inventé un jour ce terme de sapiens. Je suis pas sûre qu'on soit si sage que ça, mais il paraît qu'on est quand même sapiens. Mais ça fait partie des actes très très anciens dans l'histoire de l'humanité. Et donc les archéologues, ce qu'ils étudient, c'est ces restes à travers le temps et l'évolution finalement de cette gestuelle qui devient quelque chose d'absolument systématique, intégré aux comportements sociétaux avec des gestes qui ont évolué. Là, je vous ai mis, voilà, on voit bien qu'on a ici une mise en scène du dépôt de ces défunts. Qui montre l'attention finalement aux défunts et la gestuelle. Alors on a effectivement aussi des traces dès le paléolithique d'une gestuelle de soins apportés, alors qu'on pourrait effectivement appeler médicaux. Alors là, il y a des collègues qui ont développé ces questions-là. Il y a véritablement une espèce, c'est une thématique émergente avec des gens comme Valérie Delattre, par exemple, qui est à l'INRAP, qui a vraiment développé ces questions de manière très très forte. Et puis on a des soins avec des gens qui sont malades, par exemple, qui peuvent plus se nourrir et qu'on vient nourrir, ils ont plus de dents et pourtant ils ont vécu. Donc on a cette réalité effectivement qu'on arrive à approcher, qui rejoint finalement le fondement même de ce qu'est l'archéologie, c'est-à-dire qu'à travers les morts, c'est les vivants qu'on étudie. Et ça, c'est vraiment absolument fondamental sur toute l'histoire de l'humanité, voir l'évolution de ces restes. Alors, pendant très longtemps, le rapport à la mort aussi des archéologues entre le 19e siècle et le 20e siècle et aujourd'hui le 21e siècle a évolué. Au 19e, quand on a découvert ces temps très anciens, et qu'on trouvait déjà dans les collections de l'époque moderne, des restes humains, on les gardait pas forcément, c'était pas très intéressant, ils avaient rien de particulier. Quand on a commencé à trouver des restes qui visiblement rappelaient les origines de l'humanité, on a gardé ces restes-là. Mais quand on a fouillé, je sais pas, des nécropoles, par exemple de soldats romains, ils avaient rien de particulier, ils étaient nus, on les a pas forcément, ça dépendait vraiment de la personne qui fouillait. Et ça a été le cas pendant très longtemps, jusqu'à 1950, où là, la datation radiocarbone, qui avait besoin d'une matière qui avait été vivante, puis qui était décédée pour être datée, a trouvé quand même que les ossements humains, c'était une bonne source. Et donc là, on les a gardés systématiquement. Et donc on a daté, ça a permis de dater, et puis ça a permis aussi, petit à petit, finalement, d'avoir un autre regard aussi, et d'intégrer pleinement ce que l'on ne faisait pas toujours forcément, c'est-à-dire qu'on regardait dans les tombes les beaux objets, les beaux sarcophages, mais les types qui étaient dedans, ils passaient parfois un peu à la trappe. Et puis, voilà, à la fin du XXe siècle, on a vraiment changé le regard là-dessus, et on a véritablement inventé une archéologie funéraire pour toutes les époques. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans les recherches archéologiques, avec des questions d'éthique autour de la paléogénétique, et puis des questions aussi qui bousculent un peu, et c'est là qu'on voit les nouvelles générations. J'ai des étudiants, par exemple, qui sont très choqués qu'il puisse y avoir des restes humains présentés dans les musées. Voilà, ça les dérange. Alors que moi, quand j'étais étudiant, c'était pas une question qui se posait. Donc on voit bien que voilà, cette question, c'est un sujet sensible. On peut pas faire comme si c'était un sujet complètement comme les autres. Et on voit bien que c'est un sujet qui fait écho aussi très fortement à des questions très contemporaines qui nous concernent et dont on voit d'une certaine manière la mise en résonance dans des problématiques qui, elles, sont archéologiques.
Justement, la question me venait à l'esprit en vous écoutant, et vous avez commencé à partiellement y répondre sur les questions éthiques. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un protocole particulier quand on découvre un corps et qu'on l'a étudié? Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'on continue à systématiquement ou à exposer les cas les plus intéressants dans les musées, ou est-ce que d'autres règles prévalent? C'est une question très complexe. Alors, la première règle qui s'applique, c'est la règle du Code civil, qui est le devoir de soins aux défunts. Et on n'a pas en archéologie pour l'instant une législation uniformisée sur le sujet. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. On n'a il y a à l'inverse aucune législation qui empêche les archéologues de faire leur métier et effectivement de fouiller. Donc on est dans une espèce de zone de demi qui est assez complexe, qui est parfois sensible et qui rencontre des questions de sensibilité, j'allais dire culturelle, éthique, communautaire. Alors la législation française n'a pas intégré cette question-là, mais par exemple aux États-Unis, il y a une législation depuis 1990 qui oblige à une réinhumation pour les vestiges les plus anciens. Ce qui fait que la documentation qui pourrait être considérée comme une documentation scientifique, parce qu'elle apporte des éléments, échappe aux scientifiques et retourne effectivement en terre. Donc il y a des débats, ils sont complètement en cours, dans un dialogue entre la société, les scientifiques, sur ces questions-là. Je pense qu'on est vraiment aujourd'hui dans un sujet de débat. On n'a pas toutes les solutions, on n'a pas toutes les réponses. On fonctionne un peu au cas par cas, et il y a eu des débats. Il y a quelques années a été fouillée à Rennes une dame, Louise de Quingot, dont on connaissait les descendants. Les archéologues elle était très bien conservée, elle était dans un cercueil de plomb, elle a été étudiée, et les descendants demandaient une réinhumation. Bon, certains archéologues ont grogné en disant si elle est réinhumée, on ne va pas pouvoir étudier comme il faut. Sauf que les ayants droit étant dans ce cas-là dans leurs droits, la dame a été réinhumée. Et voilà. Donc, ce sont des questions délicates. Alors sur cette très longue durée qu'on évoque ce soir, plusieurs dizaines de milliers d'années, il y a un facteur qui est capital pour comprendre la vie des hommes et des femmes et leur déplacement, leurs installations, c'est le climat. Et c'est évidemment, ce sont des milliers d'années qui ont connu des évolutions climatiques avec des périodes de réchauffement, des périodes de refroidissement, des périodes de glaciation. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces images que vous avez choisi de nous présenter, et puis en toute fin, est-ce que ça a joué un rôle, le climat, est-ce que ça a été un facteur dans la néolithisation ou pas? Alors, j'ai choisi de vous présenter ça parce que je pense que on n'a pas forcément aujourd'hui, on entend le climat, le réchauffement, l'environnement, ça fait partie vraiment des questions clés actuelles. Alors, les archéologues ont cette chance inouïe d'avoir une vision sur la longue durée, voire sur la très longue durée. Et on sait aujourd'hui qu'effectivement, il y a eu des variations climatiques et que les rivages, les traits de côte et les climats n'ont pas toujours été ceux que nous connaissons. Il y a déjà eu des périodes de réchauffement et de remontée des eaux. Tout à l'heure, on verra une image tout à fait emblématique que j'ai choisie pour cette raison-là, où un vestige a les pieds dans l'eau. Il l'avait pas au moment où on l'a construit, mais il a les pieds dans l'eau. Donc, oui, la remontée des eaux, c'est pas tout nouveau. Alors, je vous l'ai mis parce que c'est vrai que c'est assez bousculant quand on n'est pas spécialiste de ces questions, de se dire, oui, un jour, on a pu aller à pied, en fait, du continent à l'Angleterre. Ça n'a pas posé de problème. C'est comme ça, d'ailleurs, que l'Angleterre, effectivement, a reçu des humains. On allait à pied. Puis dans le nord de l'Europe, on allait à pied quand même sur une surface assez large. Et puis les côtes au niveau de l'Atlantique étaient vraiment différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui. Et même en Méditerranée, les réalités étaient tout autres. C'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui la grotte Cosquer est sous les eaux, enfin inaccessible, sauf par voie de plongée. Qui est d'ailleurs la grotte Cosquer est condamnée à terme, on le sait. Et qu'au moment où elle a été peinte, les types ils ne prenaient pas des bouteilles et des tubas pour aller peindre. Elle était dans une grotte qui était accessible à pied.
Donc cette réalité-là, elle est inscrite dans la très longue durée. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête sur l'histoire de l'humanité. En 2023, on n'est rien du tout. On se dit l'Antiquité, en même temps c'était il y a 2000 ans, c'est juste rien. Aujourd'hui, les premiers hominidés, on est quand même à 7 millions d'années. Et puis nous pauvres petits sapiens Cro-Magnons, on remonte quand même à quelque chose, a priori, jusqu'à ce que ce soit repoussé un peu plus loin, à 300 000 ans. Donc 2000 ans, c'est absolument rien du tout. Donc il faut avoir, je pense, cette notion que nous sommes une croche dans une partition de musique d'une symphonie qui serait extrêmement longue et dans laquelle nous ne sommes juste rien. Donc le climat, les paysages, il faut les placer sur cette longue durée. Alors on a quelque chose du côté de moins 21 000 qui est le dernier pic de glaciation, et puis depuis on a des oscillations avec effectivement un réchauffement, des petites périodes de froid, mais une tendance générale au réchauffement, et donc effectivement à la remontée des eaux. Ce qui fait que, il y a un jour, on a dû arrêter d'aller à pied entre le continent et l'Angleterre. Et donc, il a fallu trouver d'autres solutions avec un réchauffement. Et il est clair, même sans déterminisme géographique fou, que le réchauffement a eu un impact dans un certain nombre d'aspects de la néolithisation, parce que tout simplement faire pousser du blé sur de la glace, vous pouvez avoir l'optimisme le plus grand du monde, ça ne fonctionne pas. Donc il faut quand même que les conditions, ça ne suffit pas à expliquer le phénomène de néolithisation, mais si vous n'avez pas des conditions qui sont susceptibles de pouvoir répondre aux essais humains, ça marche pas. Il faut à un moment donné que ça puisse se faire. Alors ce phénomène de néolithisation que vous nous avez présenté tout à l'heure comme vraiment un moment de rupture majeure, est-ce qu'il a un foyer principal premier et ensuite il aurait pu se propager au fur et à mesure des déplacements humains, ou est-ce qu'il y a plusieurs foyers multiples, pas forcément corrélés les uns aux autres, et vers quelle période on se situe à peu près dans notre cas, le cas européen? Alors, c'est effectivement une carte que j'ai mise parce que pendant longtemps on a vu, les recherches archéologiques ont été très européocentrées, ce qui n'étonnera personne. Et donc on a d'abord regardé effectivement l'Europe, le Proche-Orient et cet espace géographique vaste, mais celui-ci, avec un foyer qui est effectivement un foyer bien réel du côté du Proche-Orient, qui lui fait un démarrage, on va dire, on n'est pas à un an près, du côté de moins 10 000, avec le début, et avec un scénario qui est celui du Proche-Orient, et nous sommes, un foyer secondaire l'Europe est un foyer secondaire du Proche-Orient. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, même s'il y a eu plusieurs étapes, on a d'abord pensé que c'était ça, puis après, en Europe, on a dit non, mais on va pas dépendre du Proche-Orient, ça doit être notre néolithique à nous qu'on s'est inventé tout seul. Et puis finalement, on a fait des études, puis on a dit, non, on va falloir quand même qu'on se dise que peut-être c'est plutôt quand même du Proche-Orient. Bon, allez, ok, faisons comme ça. Donc là, on a un scénario qui est effectivement un scénario qui concerne une région. Alors pour l'Europe, on est plutôt le phénomène, on va dire à partir de moins 6000 pour faire large et ramasser, avec un scénario particulier qu'on a cru être le scénario néolithique. On invente l'agriculture, l'élevage, on se sédentarise, on fait de la céramique ensuite et en dernier, et c'est comme ça que ça marche. Ok. Sauf que ensuite, on a arrêté d'être totalement européocentré et on s'est dit, zut, il y a d'autres foyers de néolithisation dans le monde. Donc là, vous avez une carte avec les foyers principaux que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, il y a des contre-modèles. Enfin, contre-modèles, si tant est que le Proche-Orient soit le modèle. Au Japon, qui est quand même le contre-exemple intéressant, on a inventé la céramique, alors qu'on a toujours dit la céramique c'est en dernier. Non, les Japonais et en Asie, on a d'abord inventé la céramique, que ce soit en Chine ou que ce soit au Japon, et on a inventé cette céramique très tôt. C'est-à-dire que les premières traces, on a un développement de céramique à partir de moins 12 000 à peu près, globalement. Et ensuite, ils se sont sédentarisés, mais ils n'ont pas du tout inventé l'agriculture. Pendant des siècles, ils sont restés chasseurs-cueilleurs, ils ont vécu de la pêche, une sylviculture, donc avec les arbres,
mais pas du tout paysan. Et il a fallu attendre très tardivement pour qu'au Japon, effectivement, ils disent bon, allez, on y va, on va devenir paysan. Il est peut-être temps, on va faire comme les autres, on va devenir paysan. Donc c'est un modèle qui est tout à fait différent. Ce qui est remarquable, on va dire à l'échelle du monde, c'est que quelle que soit la date, quel que soit le schéma et l'ordre d'une certaine manière des éléments du kit, il y a un moment donné où d'une certaine manière, ça s'est imposé partout et on n'est pas revenu en arrière. C'est-à-dire qu'on a intégré ça et on a ensuite développé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, les sociétés ont inventé d'autres modèles très différenciés, beaucoup plus différenciés, mais que voilà, ce néolithique marque dans toutes les régions du monde un moment fort, un temps fort dans l'histoire humaine, ce qui justifiait tout à l'heure le terme et le mot de proto-histoire. Je vous ai commencé à répondre à ma question suivante. J'allais justement vous interroger sur le fait de savoir si c'était l'invention d'un modèle unique qui était valable pour tout le continent européen ou si, au contraire, il y avait plein de cultures régionales qui s'étaient développées de manière... Et quelle trace, quel vestige? C'est la céramique, par exemple, qui nous permet de... Je vous en ai mis une là. La céramique, alors la terre cuite existe, cuire la terre existe avec des figurines qui existent, par exemple, au Paléolithique. Mais c'est vrai qu'à partir du Néolithique, alors là, ça c'est l'Europe, véritablement, dans le développement du Néolithique européen, on a assez vite l'ensemble du kit, tout va en même temps. Et on a deux schémas de diffusion, enfin deux réseaux de diffusion, un par la Méditerranée et puis un par la voie terrestre, par le Danube. Voilà, ces deux courants qui sont arythmiques, qui fonctionnent pas tout à fait de la même manière, mais qui correspondent pratiquement à des chronologies assez similaires. Et la céramique, effectivement, se développe. Et c'est intéressant parce que c'est un objet, un outil assez identitaire. C'est-à-dire que la céramique, ça sert à plein de choses. C'est l'ancêtre de la batterie de cuisine. Ça sert à stocker, ça sert à cuire, ça sert à manger. Enfin voilà, on a toujours de la céramique dans nos cuisines. Ça sert toujours de manière tout à fait évidente. Et en fait, même si la céramique s'est développée partout, c'est vrai que les sociétés dans des endroits particuliers ont choisi des styles de céramique, des formes de céramique. Donc là, on est sur du cardial. Alors là aussi, c'est pareil, c'est un peu comme les périodes. Les archéologues ont une imagination de dingue pour inventer des mots. Et c'est plus ou moins parlant. Ça peut être des sites éponymes, on en a un tout à l'heure. Là, cardial, ça vient de cardium, qui est le coquillage avec lequel le petit décor est fait. C'est poétique quand même. Voilà, les archéologues sont des grands poètes, des grands fous et des grands poètes. Donc, cardial de cardium qui fait le décor. Et donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a des spécificités dans ces formes. La céramique se garde assez bien comme matériau si elle est assez correctement cuite. Et elle a un autre avantage, alors pas celle-là, je vous en ai mis une jolie, mais elle casse. Et donc, une fois que votre céramique, elle est cassée, comme quand vous avez cassé vos assiettes, qu'est-ce que vous faites avec? Alors, ça vous amuse à les recoller, mais souvent, ça passe à la poubelle. Et qu'est-ce qu'ils font, les archéologues? Ils fouillent les poubelles. Et donc, du coup, ils ont des superpositions de poubelles. C'est vachement bien. Quand je vous dis que c'est quand même de drôles d'individus, c'est quand même de drôles d'individus. Ce qui fait que, du coup, on a des empilements, des stratigraphies, des originalités, ce qui permet de distinguer, de voir, d'arriver à suivre. Et c'est vrai qu'à partir du néolithique, pour ce qui est du continent européen, la céramique devient le principal matériau mobilier que l'on trouve pratiquement systématiquement dans tous les sites et qui est un excellent fil conducteur pour arriver à essayer de traquer les hommes qui sont derrière ces céramiques. Je crois que vous avez mis d'ailleurs un deuxième exemple de céramique dans la... Oui, parce qu'en fait, il y a certaines... je trouve que dans cette... c'est aussi une volonté de montrer de belles choses, d'une certaine manière. C'est vrai que on a quelques représentations et quelques figures qui, je trouve, sont d'une incroyable modernité. Et donc, du coup, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que proto-histoire, on est l'espèce de parents pauvres parce qu'on n'a pas les pyramides, qu'on n'a pas les... Bon, ouais, en fait, on a quand même ça. Et ça, c'est voilà. Et avec la céramique, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des vases, on peut aussi faire des figurines, des représentations. Et ça, c'en est un exemple, qui a été trouvé dans
comment dire, en Roumanie, qui date du 5e millénaire avant notre ère. Je suis pas sûre que s'il n'y avait pas la date, vous seriez daté facilement et que vous seriez pas capable d'éventuellement de dire que j'ai été le trouver chez un petit artiste dans les rues de Montpellier tout à l'heure, par exemple. Alors certes, vous n'avez pas les pyramides, mais vous avez les mégalithes. Ouais, ça, vous avez les menhirs, les dolmens, qui là aussi participent des images d'Épinal qu'on a tous sur la préhistoire, avec les grands ensembles de Karnak, de Stonehenge. Là, c'est Stonehenge en haut à droite, en Angleterre. Là encore, ces mégalithes qui ont suscité parce que c'est très visible et que donc toutes les générations qui ont succédé à ces mégalithes jusqu'à nous on les ont vus, les ont interprétés, ont imaginé leur sens, leur fonction. Donc il y a eu plein de mythes, de légendes plus ou moins farfelues sur leurs usages. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Qu'est-ce que la recherche scientifique sérieuse peut nous dire de ces mégalithes? Alors, je vous ai mis 2 images, parce que je trouve que c'est intéressant. Je vous ai mis Sainte-Geneviève au milieu de ses moutons. Voilà. C'est au musée Carnavalet, et j'aime beaucoup cette image parce que elle montre effectivement cette réalité de mégalithes visibles dans le paysage. Et pour ces périodes très anciennes, pendant très longtemps, ce qui était visible réellement, il n'y avait que ces mégalithes. Et donc, mais sans le mode d'emploi, parce que sinon c'est pas rigolo. Donc on a effectivement aucun mode d'emploi. On est ici sur du mégalithisme. Alors aujourd'hui, dans la science sérieuse, plus on étudie, plus on est en train de repousser les frontières du mégalithisme. Mais c'est vrai que les grands ensembles en pierre que l'on a, on va dire entre le 4e millénaire et le 2e millénaire, enfin le tout début du 2e millénaire avant notre ère, c'est le dernier état de Stonehenge, par exemple. On est à la frontière entre le néolithique et le début du bronze ancien. Donc c'est quand même difficile de louper Stonehenge. C'est difficile un peu de louper les alignements de Karnak. Ils sont là. Et ils ont traversé les époques, le temps. Et donc c'est vrai que petit à petit, les populations du néolithique, elles ont continué leur histoire. Les monuments n'ont plus été utilisés comme ils l'étaient du temps de leur construction. Et donc, du coup, le sens de ces monuments s'est perdu. Et dans des sociétés orales qui n'avaient pas laissé de traces. Mais les monuments sont restés visibles. Et donc, on a dans, finalement, la littérature, plein d'interprétations et plein de choses qui vont avec ce que les gens qui les voyaient étaient capables d'en dire. Donc, on a Sainte-Geneviève, qui, au XVIe siècle, s'approprie tranquillement, finalement, ce cromlech, ce cercle de pierre, pour y mettre ses Parisiens de moutons. Pas de problème. Ça ne pose strictement aucun problème. Et puis, j'aime beaucoup ce manuscrit qui est à British Library en Angleterre. C'est Merlin l'Enchanteur qui construit Stonehenge. Qui voulez-vous d'autre que ce soit au XIVe siècle? C'est forcément Merlin. Parce que ces pierres gigantesques, qui peut les avoir construits à part Merlin? Et donc, il y a ce côté intéressant. Alors, après, on a continué à avoir des légendes. Donc, au XIXe siècle, en Bretagne, il y a un nombre de légendes absolument incroyables. Il y a des rituels qui se faisaient aussi autour de ces ensembles. Quand on allait se marier, alors il y avait des endroits où il fallait aller pour être sûr d'avoir des enfants. Enfin, des tas de choses comme ça. Et puis, dans les années 60-70, moi, j'ai lu des écrits tout à fait passionnants sur le fait que, par exemple, les mégalithes soient, et de manière tout à fait sérieuse, des pistes d'atterrissage pour les extraterrestres. Donc, voilà. Et je me souviens même de m'être fait gronder par un étudiant qui m'a dit ouais, et pourquoi pas, vous pouvez pas mettre en cause peut-être vous n'avez pas vérifié. C'est vrai, j'ai pas vérifié. Donc voilà. Mais là aussi on voit, dans les années 70, à partir du moment où l'homme a été mettre un pied a posé un pied sur la Lune, l'espace a fait rêver, et donc les mégalithes qui étaient disposés, qui avaient des alignements, et pourquoi pas on ferait le lien, hein, pourquoi pas. Voilà, on voyait des soucoupes volantes, on s'est dit ces grands cailloux là, ça va peut-être servir à quelque chose. Je vous ai mis Erlanik parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure en bas, ce cromlech, il a les pieds dans l'eau, il est en Bretagne Sud, mais aujourd'hui il a les pieds dans l'eau sur une petite île, mais quand il a été construit, il était sur la terre ferme. Donc on voit aujourd'hui effectivement que ces monuments connaissent l'histoire eux aussi sur la longue durée, et voilà cette image en fait partie. Donc aujourd'hui, alors les mégalithes c'est quoi? Ce sont, alors ceux-là pas, j'ai pas mis de dolmen, mais on va voir une image tout à l'heure, on retrouvera un dolmen, ça c'est aussi intéressant, ça fera le lien avec cette image-là. Les dolmens, ce sont des tombes
Ce sont des tombes collectives où on mettait toute une partie de la population. On a des tombes, pour ce qu'on en a fouillé, où on avait les défunts, parfois plusieurs centaines d'individus. Voilà, on y enterrait la communauté, on parlait des gestes. Voilà, ça en fait partie. On rassemblait les gens dans la mort, dans ces grands ensembles. Les cercles de pierre ou les alignements, évidemment, on est beaucoup plus sur des propositions et des hypothèses. Alors, la tombe est un monument cultuel, puisque il y a ce geste et puis il y a cet accompagnement. Mais ces cercles et ces alignements rentrent aussi dans une logique plus symbolique, plus cultuelle, on va dire religieuse de ces populations. Et ce sont des marqueurs d'espace avec effectivement ces réalisations monumentales. Après, on a inventé les églises qui sont aussi des lieux de culte et qui marquent les espaces. Donc c'est pas si dingue que ça de construire avec des grands monuments, avec des pierres, et qui demandent du temps, de l'énergie, et de mobiliser les communautés au nom de la société et des communautés pour construire des ensembles. Avant de parler métallurgie, puisque c'est votre grande spécialité. Ah oui, alors cette photo qui saisit normalement le public. On va faire un détour par les Alpes et par la Suisse, parce que c'est un lieu miraculeux pour les archéologues et préhistoriens. La découverte des vestiges lacustres au XIXe siècle, et c'est l'acustromania qui s'empare d'une partie de l'Europe et en particulier de la Suisse. Mais qui sont ces 4 étranges personnages? Ce sont mes 4 héros préférés, je crois. Je les adore vraiment. À chaque fois, ils ont un succès fou. Alors, ce sont les représentants d'un tir. Donc, c'est à Neuchâtel en 1882, et donc c'est le défilé historique. Et donc, on les a habillés en lacustre. Enfin, ils se sont habillés tout seuls en lacustre, ce qui correspond effectivement à une vraie fièvre de ce qu'on a appelé la lacustromania, effectivement, avec une découverte en fait de ces vestiges de bords de lac et de fonds de lac. Aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre eux, là aussi auquel on ne s'attendait pas, on rentre complètement dans cette logique de découverte d'un passé très ancien, dans les années 1850, et en particulier avec l'abaissement du niveau du lac de Zurich, qui s'abaisse, et donc on voit apparaître à la surface des pieux, et puis dans la vase il y a des vestiges, et c'est le début d'une histoire très importante et très forte. Et c'est vrai que la Suisse s'est emparée de cette histoire très ancienne. Alors, par rapport à d'autres lieux, la Suisse et aujourd'hui les Alpes ont cette, et le Jura côté français a cette particularité que ce qui a été conservé dans les lacs, dans la vase, est très bien conservé. C'est-à-dire que les épées sortent jaune brillant. C'est extraordinaire. C'est pas le vert tout moche de d'habitude, c'est jaune brillant. On a également des tissus de conservés. On a de la vannerie. C'est-à-dire que on aperçoit à travers ces vestiges trouvés dans ces habitats, dans les palafites ou habitats lacustres, on aperçoit le quotidien des individus que l'on ne connaît pas du tout ailleurs. Ce qui fait que là, il est extrêmement tangible et en même temps, il est vertigineux parce que il nous renvoie à tout ce qu'on n'a pas et que l'on imagine exister ailleurs si les conditions de conservation avaient permis la conservation de ces vestiges qui sont conservés. Donc on comprend que les Suisses se soient dit, allez chic, alors c'est complètement farfelu, hein, mais ils sont quand même vachement bien, ça vaut la peine quand même de leur faire un honneur ce soir. Et des palafites qui ont été aussi classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2011. Alors, les Alpes permettent effectivement des conditions de conservation exceptionnelles, et c'est ce qui aussi a permis la découverte des traces humaines les plus anciennes, c'est ça, de l'individu le plus ancien que l'on connaît en Europe, le fameux Ötzi. Alors, c'est pas l'individu le plus ancien. Ah. Alors oui, je vous ai mis une planche avec effectivement Charavine. On a reconstruit des maisons à Chalin, et puis voilà, c'est un petit aperçu, c'est peut-être un peu petit, mais c'est effectivement dans le livre. C'est-à-dire que voilà, on a des cuillères en bois, on a des bols, on a vraiment ce qu'on peut imaginer dans des maisons, qui elles sont en matériaux périssables, avec une batterie de cuisine. Vous avez tous des cuillères en bois dans vos cuisines, hein. Sauf que dans 5000 ans,
c'est pas sûr que ça se conserve, sauf si c'est dans les vases de lac, là ce sera conservé. Donc voilà, c'est effectivement tout à fait intéressant pour ça. Et puis alors, dans les Alpes, alors c'est pas le plus vieil individu que l'on ait, mais c'est la plus ancienne momie que l'on ait en Europe. Donc elle date d'il y a maintenant quand même beaucoup de temps, puisqu'elle est de la fin du 4e millénaire avant notre ère. Et elle a été trouvée en 1991 en raison de la fonte justement des glaciers. Et c'est le début, en 1991, d'une histoire absolument rocambolesque autour de cette momie, donc trouvée dans un glacier qui est le glacier de l'Ötztal. Donc d'abord, ça a d'abord été une bataille entre l'Autriche et l'Italie, pour savoir, comme on était à la frontière, est-ce que je suis italien ou est-ce que je suis autrichien? Finalement, c'est l'Italie qui a gagné. C'est là aussi, moi, ça me pose des questions éthiques, parce qu'aujourd'hui, Ötzi est présenté dans une vitrine particulière au musée de Bolzano. Et il est présenté alors dans une vitrine réfrigérée, parce que c'est une momie. Donc, il a encore la peau sur les os. C'est ce qui en fait ce caractère très humain. C'est ce qui fait que quand, effectivement, on n'a plus les cheveux ou on n'a plus la peau, on rentre dans une autre dimension. Il y a une déshumanisation d'une certaine manière par ce travail de sédimentation, alors que quand on a une momie, eh ben on a encore quelque chose de l'humain que ça a pu être, et ce qui est évidemment beaucoup plus, enfin en tout cas ce qui est troublant. Et Ötzi rentre dans cette catégorie-là. Donc il y a cette bataille pour savoir à qui il est, cette présentation au musée de Bolzano où il fait un peu peur quand même. Parce qu'il a une grimace, parce qu'il est abîmé, mais il fait venir des visiteurs. Donc c'est business is business quand même, Ötzi, le pauvre. Et puis il y a toute l'enquête qui a été menée, parce que du coup aujourd'hui on a une batterie de méthodes pour essayer de savoir quel était son dernier repas et comment il était habillé, de quoi il était malade. Alors, il était dans un état de santé absolument épouvantable. Donc s'il n'était pas mort d'une flèche, probablement il serait mort d'autre chose quand même. Il avait une maladie du cœur, il avait les poumons encrassés, il avait des parasites dans tous les sens. Mais en même temps, il avait des champignons pour soigner ses parasites. Enfin, on a tout un aperçu là aussi. Finalement, on approche l'individu, on approche la vie. Et de ce point de vue-là, Ötzi est intéressant, et c'est un thriller parce qu'il y a au moins 4 scénarios pour savoir si c'était le méchant, s'il était poursuivi par des méchants, s'il est mort là où on l'a trouvé, s'il est mort ailleurs. Enfin, voilà, un vrai thriller, quoi. Donc c'est un cold case, mais version archéologique. Voilà. Alors comme il est important qu'on puisse aussi laisser la parole à la salle, on va peut-être pas aborder tous les points, peut-être laisser cette carte même si on l'aime beaucoup, mais parce que c'est un vrai succès du livre. Mais voilà, parler des dépôts, parce que ça c'est aussi sans doute pour la proto-historienne, archéologue que vous êtes, un des sujets de questionnement, d'interrogation majeure, ces dépôts de métallurgie, d'objets métalliques qu'on trouve à différents endroits de l'Europe et dont on s'est beaucoup interrogé sur le sens qu'ils avaient. Oui. Si c'était des sortes de dépôts qu'on laissait là pour venir les rechercher après, ou s'ils avaient d'autres sens. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui de ces dépôts et comment se présentent-ils? Alors aujourd'hui, on a pas mal de scénarios autour de cette question des dépôts. Alors le phénomène, c'est un phénomène qui est lié effectivement au développement de la métallurgie en Europe, donc à partir du 2e millénaire avant notre ère. Et partout en Europe, on a ce phénomène avec des formes variées d'objets entiers, fragmentés, rassemblés, toute une géométrie, on va dire, de ces dépôts qui est assez particulière, d'enfouissement en fait, ou alors d'engloutissement dans des zones humides, et ça a évidemment interrogé. Alors on trouve des dépôts depuis le 19e siècle, on les étudie avec un regard particulier de manière très récente. Donc là, vous avez un dépôt hongrois, par exemple, qui est complètement à gauche. En haut, je vous ai mis un dépôt britannique, dans lequel vous avez des objets fragmentés, certains enfoncés les uns dans les autres. Vous avez des fragments de lingots. Voilà, il y a des panoplies d'objets, pivots de revanche dans la Sarre. Vous avez, en revanche, des objets qui sont entiers, avec une épée qui est entière. Et Blano en bas à droite également. Donc on a cette réalité-là, ce qui évidemment interroge sur que signifient ces dépôts, pourquoi on enfouit du métal et des parures alors que le métal est recyclable, donc on pourrait recycler.
C'est pour ça qu'on a pensé pendant un temps que les objets fragmentés, c'était des espèces de bric-à-brac pour des fondeurs. Et puis on a commencé à les regarder autrement. On s'est dit non, visiblement il y a des logiques. Et ça c'est important, quand on peut arriver à les fouiller correctement, on se rend compte qu'il y a des logiques d'enfouissement. C'est-à-dire que c'est pas des trucs qui sont jetés n'importe comment. C'est des trucs qui sont posés, organisés, rassemblés, voilà. Ce qui est extrêmement important et ce qui me fait dire également quelque chose qui l'est tout autant, c'est que c'est un des sujets de difficulté que nous avons pour l'âge du bronze, c'est que malheureusement, c'est un des sujets de recherche les plus courus des détectoristes qui pillent les lieux. Et ça, pour nous, c'est un vrai fléau. Et j'aime à le dire et à le redire. Voilà, le pillage, c'est une destruction du passé. Et j'arrive pas à me faire à cette idée qu'il puisse y avoir des détectoristes, qui sont des gentils promeneurs du dimanche et qui veulent aider le scientifique en disant, si, on va vous aider avec notre petit détecteur le dimanche, voilà, c'est de la science participative et on va vous aider. Non, non, non et non. Voilà. Alors je dis ça, mais vraiment avec conviction parce que pour nous c'est une catastrophe, quoi. Il faut qu'on puisse l'objet archéologique, et c'est aujourd'hui dans la loi qui a été modifiée en 2016. L'archéologie, c'est l'objet dans son contexte, c'est-à-dire l'enveloppe qui va avec. Si on a un objet tout seul, ouais, c'est gentil, c'est comme on faisait au XVIIIe siècle dans une collection, on le mettait sur une étagère, et puis quoi ? Il raconte quoi, l'objet ? Donc, il raconte la moitié de son histoire quand il y a l'emballage qu'il y avait autour, comment il était posé. Et il n'y a que les archéologues qui savent faire, qui savent comprendre ça. Donc, vraiment, sur ces dépôts, c'est important. Alors, on en a aujourd'hui qui sont fouillés et on est sur des logiques de composition qui nous éloignent de plus en plus du bric-à-brac et qui vont de plus en plus vers des réalités qui sont des réalités cultuelles, religieuses, symboliques, de substitution de sépulture, pour un certain nombre d'entre eux, ou tout simplement de rassemblement d'objets, des armes après, des combats, enfin voilà, des réalités qui connectent les vivants et cet acte particulier d'isoler, d'immobiliser du métal au nom de quelque chose qui est plus important que le recyclage. Parce qu'effectivement, une des réalités à laquelle est confrontée l'archéométallurgie, c'est la présence massive d'épées. Il y en a combien ? Plusieurs milliers, c'est ça ? Ah oui, non, là, on va... alors, j'ai pas compté. mais c'est des chiffres assez impressionnants. Oui. Des épées qui ne sont faites que pour faire la guerre, a priori, puisque c'est le seul objet, c'est contrairement à une hache avec laquelle on peut, a priori, couper du bois, l'épée est là pour se battre. C'est la période de l'invention de la guerre, l'âge de bronze. Alors, ça, c'est une question, et c'est une question qui est en débat. Alors, ce qui est certain, la certitude, c'est que on invente l'épée, le dépôt de Heydou Samsun que vous avez sur la gauche, là, en hongrois, vous avez une des épées les plus anciennes que l'on ait en Europe. On est sur moins 1006 à peu près. On est entre moins 1007 et moins 1006. On invente l'épée en Europe. Bon. Est-ce qu'on invente la guerre, là aussi, là avec un singulier, ou est-ce que c'est inventé avant ? Ce qui est certain, c'est que l'épée signe nécessairement une forme de guerre particulière. C'est-à-dire que les sociétés mettent en place un système d'approvisionnement de métaux, de cuivre, d'étain, des savoir-faire, un système économique, un système avec des artisans qui savent faire, des gens qui commandent, des gens qui savent utiliser ces épées, et donc au moins une forme de guerre particulière qui est pleinement intégrée à la société. Donc ça, c'est une certitude, et il y a une autre certitude, c'est que ça marque de manière très claire une espèce de début de course à l'armement avec un objet qui effectivement est un objet à la fois symbolique et de guerre, qui ne sert pas pour aller à la chasse. Avant, vous avez en Europe des objets polyvalents. Les débats existent de savoir si on a des guerres au néolithique ou pas, sachant qu'on n'a effectivement pas d'objet d'objets spécialisés dédiés spécifiquement à la guerre. Est-ce que ça empêche la guerre ? Non. Mais quelle forme de guerre ? On n'en sait rien. Et qu'est-ce qu'on a comme trace ? Par ailleurs,
on a des réalités qui sont des objets polyvalents et quelques ensembles où vous avez des traces de violence sur des individus. Est-ce que ça suffit à signer la guerre ou pas ? Voilà, ça c'est une question qui reste en débat. Ce dont je suis sûre, c'est que la naissance d'un objet, la mobilisation de savoir-faire et de tout un système pour mettre en place de l'armement qui sert au combat et uniquement à ça, ça signe un changement, ça signe aussi la naissance d'un guerrier en tant que tel qui est le porteur de l'épée, ça signe un certain nombre de choses et donc c'est le début d'un quelque chose. Ça c'est certain. Comme on doit arriver au terme de notre dialogue tous les deux pour ouvrir la discussion avec la salle, quand même un dernier moment, parce que le livre s'achève avec les Celtes et avec les Gaulois et avec Vercingétorix, qu'on voit. Vous voulez Vercingétorix magnifique. Celtes, Gaulois, Vercingétorix, voilà des moments de l'histoire des personnes, des peuples sur lesquels on a beaucoup d'idées reçues et sur lesquels le 19e siècle aussi nous a aidés, enfin nous a plutôt piégé et nous a amené à construire beaucoup d'idées reçues liées à la question de la recherche des origines, la question des frontières, la question des identités nationales en construction. Tout ça a été utilisé. Beaucoup de mythes, évidemment, sur ces trois figures, Celtes, Gaulois et Vercingétorix. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait à peu près, alors en 5 minutes à peine? Alors j'ai moins de scrupules à pas aborder ça parce que en fait vous avez quand même pas loin un centre merveilleux qui est la Tara, et donc du coup comme c'est quand même plus sur la fin de la période, comme on a en plus sa directrice avec nous ce soir, du coup c'est formidable, et avec une exposition quand même l'année dernière Gaulois, donc j'ai moins de scrupules à ce qu'on n'ait pas le temps finalement, parce que vous aurez l'occasion d'avoir des séances de rattrapage en vrai dans des institutions. Pardon. Alors oui, c'est intéressant effectivement la question des Celtes, des Gaulois qui marque pendant très longtemps, ça a été considéré d'une certaine manière comme une espèce d'antichambre de l'histoire. On avait les Gaulois parce que justement on avait un type qui s'appelait Jules, qui a écrit un petit truc sur la guerre des Gaules et qui racontait ces Gaulois. Et donc du coup on les avait quand même un peu quelque part. Et dans cette réalité-là, on avait un type, effectivement, dont on connaissait le nom, qui s'appelait Vercingétorix. Alors, cette statue, c'est la statue qui est en haut d'Alésia, et qui est intéressante parce que le Gaulois, il a trouvé sa place évidemment dans les études du 19e siècle. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, notre Gaulois à Alésia et celle qui est à Clermont-Ferrand aussi de Vercingétorix, c'est la même chose. En fait, il est équipé avec de l'âge du bronze. C'est pas grave, il y a un petit décalage, on n'est pas à 1500 ans près ou à 1000 ans là, plutôt en l'occurrence. C'est pas très grave, tout comme on a quand même eu du mal à poser un peu les choses. On revient au mégalithe de tout à l'heure, et là on a un dolmen, puis on a effectivement un guerrier gaulois. Alors lui, il a pas le casque anachronique, mais on a quand même un dolmen avec un druide qui va il y en a un qui cueille le gui, puis il va quand même sacrifier sur un dolmen. Alors, dans la vraie vie du dolmen, il était recouvert de terre et c'était une tombe. Donc, on n'a sacrifié aucune vierge sur une dalle de dolmen dans la vraie vie du néolithique. Donc, mais on a construit effectivement, parce qu'on a eu du mal à interpréter, il y a eu un moment de flottement entre ces réalités où on remontait le temps et on avait des origines anciennes. Il fallait trouver les origines de la Gaule, de la France, de se poser, et on a mobilisé les mégalithes, comme on a mobilisé la figure de Vercingétorix, défait à Alésia, ce qui est assez particulier parce que effectivement, alors Napoléon III a beaucoup fait pour la figure de Vercingétorix, mais d'ailleurs Napoléon III, il en avait rien à faire de Vercingétorix. Ce qui l'intéressait, c'était quand même Jules César. Donc c'était le fait qu'on ait été civilisé par Jules César, et heureusement. Et c'est intéressant parce que pendant un moment, on a eu des flottements chronologiques et des questions de datation, parce qu'on avait du mal à se dire que sur des époques très anciennes, on avait des vestiges qui tenaient la route. Donc forcément, si on avait des cuirasses et des épées de grande qualité, elles pouvaient pas être d'une époque autre que celle des Gaulois dont on parlait dans Jules César, alors qu'on en a à l'âge du bronze. Donc voilà, on a notre histoire, y compris notre histoire nationale, qui
voilà, rentre dans cette histoire de l'archéologie et voilà, Vercingétorix clôt effectivement préhistoire d'Europe, parce qu'après, quand arrive Jules et qui décide de nous coloniser, c'est une autre histoire qui s'ouvre. Merci beaucoup Anne Loerf. Je vous en prie. Le pari est tenu, vous avez traversé 40 000 ans en un peu plus d'une heure. On va peut-être pouvoir approfondir certains points, certaines questions avec la salle. Il y a des micros, il suffit de lever la main. Il y a un monsieur, il y a deux monsieur même, tout en bas à gauche, pour nous. Vous battez pas, parce qu'il n'y a pas d'armes là. On n'a pas de casque, on n'a pas de cuirasse. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation, cette synthèse particulièrement intéressante. J'avais deux questions. La première, c'est le passage du paléolithique au néolithique me fait penser personnellement à l'ouvrage de James E. Scott de 2017, Homo Domesticus, ou Against the Grain en anglais. Et je me demandais quel était, votre avis vis-à-vis de ce qui avait pu engendrer ce passage entre le paléolithique et le néolithique. Ça, c'était ma première question. Et puis ma deuxième question, c'était plutôt contemporain par rapport à ce 8 mars 2023. Vous avez parlé de Kosker. J'ai eu la chance personnellement de travailler sur la discrimination sexuée des mains négatives de la grotte avec Jean-Michel Chazine, lui-même cité par ailleurs par Marilène Patoumatis, préhistorienne française très connue, qui a écrit L'homme préhistorique est aussi une femme. Et évidemment, vous me voyez arriver avec mes grands sabots. J'aurais voulu savoir quelle était votre position par rapport à justement, on va dire, dans l'archéologie contemporaine de ces 200 dernières années, la position de la femme et puis par rapport justement aux écrits de Marilène Patoumatis notamment. Voilà mes deux questions. Alors, là, on va reprendre 1h15, hein. Alors, non, mais la question de la naissance du néolithique est une question extrêmement complexe. L'ouvrage de Scott est très intéressant. Et on voit bien que... Alors, c'est intéressant d'avoir des visions d'anthropologues, en fait, qui mobilisent des réflexions qui sont un petit peu différentes, sur savoir quels sont les mécanismes entre les conditions en général, et puis les humains qui se mobilisent et qui choisissent. Ça paraît compliqué de tout reprendre sur cette question-là. Donc du coup, il faudrait qu'on ait un débat vraiment spécifique là-dessus. Je sais pas si on va y arriver. Je pense que des questions plus courtes vont être plus faciles. Parce que là, je sens que sinon, on est parti sur un tunnel. Sur la question du genre, moi, j'ai toujours une forme de méfiance peut-être ou d'attention sur la question du genre, en me disant est-ce qu'il faut... Alors, on fait toujours des anachronismes, et il est toujours intéressant de se dire tiens, il y a tel ou tel sujet auquel on n'avait pas pensé et qu'il faudrait peut-être introduire dans notre réflexion. La recherche, la science est une matière vivante. Il faut impérativement qu'effectivement ça bouge. Et donc c'est très bien, et toutes les bonnes raisons que ça bouge, c'est bien. Maintenant, sur l'histoire de la femme, c'est-à-dire que moi, pas mon inquiétude, mais ma réserve, c'est de dire attention, ne plaquons pas sur le paléolithique des attentes qui sont totalement contemporaines. C'est-à-dire qu'on veut effectivement, de manière très militante, et c'est très bien, mobiliser une place pour la femme dans les sociétés occidentales d'aujourd'hui et ailleurs, qui soit celle-ci. Est-ce que nos sociétés du paléolithique, que l'on a même sous nos pieds, peuvent répondre à des aspirations qui sont très contemporaines? Moi, j'essaie de faire très attention à ça. Pourquoi pas? Il y a des choses, en même temps, parce qu'il y a des choses où je me dis pourquoi pas, parce que la science, c'est aussi une prise de risque. Donc, pourquoi pas proposer? Moi, je ne serais pas allée sur les terrains où est allée ma collègue. Mais voilà, après, chacun dans son domaine de spécialité prend des risques. Quitte un jour à dire, j'ai fait une hypothèse, j'ai pris un risque, et puis je m'aperçois que je me suis trompée, et c'est pas grave. Parce que la science a évolué, la recherche a évolué, et qu'on sait que ce que j'ai pensé il y a 10 ans, c'est remis en question par telle découverte ou par telle réflexion. Et voilà. Peut-être qu'il y a besoin qu'il y ait cette réflexion sur, on va dire, le genre, peut-être en le poussant un peu à l'extrême, et peut-être pour revenir à une position plus médiane dans quelques temps.
voilà, peut-être, pourquoi pas. Mais voilà, vouloir plaquer au paléolithique des schémas de 2023, attention. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez évoqué le Jura et la Suisse, ce qui m'a fait penser à Kimpach, que je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, qui pratique l'archéologie expérimentale. Et je me suis demandé quelle place aujourd'hui avait l'archéologie expérimentale dans le domaine de la recherche, d'une manière générale. Alors ça en a. J'ai moi-même en cours une archéologie expérimentale avec un bronzier. On va refabriquer une cuirasse de l'âge du bronze, donc filmée, etc., qui devrait être dans une exposition sur l'âge du bronze qui ouvrira en 2025 au Musée d'archéologie nationale. Donc ça a du sens. Après, l'archéologie expérimentale, c'est très important parce que mais il y a plusieurs manières d'en faire. Il y a une archéologie expérimentale qui est on va dire un divertissement, qui est pour montrer à des publics qui viennent, à des enfants. Et puis il y a une recherche expérimentale, enfin une archéologie expérimentale qui est véritablement avec des protocoles et des questionnements. Ça permet de refaire des gestes, parce que finalement le vestige archéologique il est muet et immobile. Bon, donc faut le faire parler. Alors il y a déjà un certain nombre de langages que l'on peut mobiliser en l'étudiant, en le passant dans le laboratoire, en le regardant sous tous les angles. Mais c'est vrai que, du coup, sur un objet, essayer de refaire l'objet, ça permet de voir certains aspects ou de vérifier des hypothèses que l'on peut avoir et de se dire, ben oui, ça a l'air de coller. Donc ma proposition peut être la bonne, ou au contraire, ben non, là ça marche pas du tout. Ça veut dire que ce que j'ai pu proposer avec des premières observations, eh ben ça marche pas. Il faut que je revoie ce que j'ai proposé de manière différente. Donc une archéologie expérimentale construite, oui, c'est intéressant. Ça permet de mettre en acte d'une certaine manière ce qui ne parle pas et ne bouge pas. Vous avez eu l'air, à un moment donné, d'atténuer la distinction entre les néandertaliens et les sapiens. Tout du moins, je l'ai compris comme ça, quand vous avez dit à un moment donné, on a créé une distinction. Bon, voilà. Alors, est-ce que... il y a toute une littérature, il y a un ouvrage qui est sorti il y a une dizaine d'années qui s'appelle Sapiens, une sorte de pavé de 400 pages, qui développe qui développe énormément de différences, qui, sans doute pour légitimer beaucoup de choses, puisque nous sommes descendants de Sapiens, nous sommes des Sapiens. Bon, le Sapiens serait parti d'Afrique, est parti d'Afrique. Le néandertalien aurait été, d'après ce que je sais, un Européen regroupé dans des petites sociétés. Serait-il mort tout seul ou est-ce qu'on l'aurait aidé à mourir? Grosso modo, le fond de ma question, c'est est-ce que le paradigme de la séparation entre les deux concepts tiendra la route dans l'avenir ou tient encore l'avenir, ou est-ce que c'est une histoire qu'on raconte aux gens comme moi, quoi? Alors, première chose, l'archéologue a déjà du mal avec le présent, il essaie de se dépatouiller avec le passé, mais il n'a pas de boule de cristal pour le futur. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer demain chez les archéologues. Ça, c'est compliqué quand même. Cela étant, sur Néandertal et Sapiens, vous voyez bien que, alors aujourd'hui, pendant très longtemps, on a dit Néandertal n'a rien à voir avec Sapiens. Et puis on s'est aperçu que nous avons, en tout cas nous, pas tout le monde, en Afrique c'est un peu différent, mais on a un pourcentage de Néandertal. Donc la science, les études ont fait que on s'est aperçu qu'il y a eu rencontre et il y a même eu mélange entre les deux. Donc ça, c'est le résultat avec des populations qui étaient très différentes. Et donc, voilà, la science est en cours de construction. Sur la question des filiations, des origines de l'homme, ce sont des schémas qui sont en plein débat. Il y a quand même de nombreuses découvertes et ça va très vite avec des choses très compliquées. Je pense c'est encore, on va dire, buissonnant, le résultat sur les origines de l'homme. On sait à peu près globalement ce que nous sommes, nous. Et encore. Mais voilà. Donc je ne sais pas ce que dans le futur on pourra dire très clairement de Néandertal et de Sapiens. Je suis désolée, je ne vais pas vous donner avec un coup de baguette magique la solution.
Bonsoir, merci pour la présentation passionnante. Une question technique. Comment date-t-on le métal? Par le contexte, par la composition? Est-ce qu'il y a des radioéléments? La composition isotopique? Enfin... Alors, par le contexte et par la nature des vestiges. Là où ça se trouve, d'où l'importance effectivement de ce contexte, et puis par la nature des objets. On n'a pas encore trouvé de recette magique pour dater en laboratoire le métal. Merci. On a plein de trucs pour l'étudier, le faire parler, voilà. Mais pour le dater, non. À l'intérieur de la matière, on voit des tas de trucs, c'est formidable, mais pas le dater. Est-ce qu'il y a encore une ou plusieurs questions? Monsieur. Monsieur. Et c'est la journée de la femme. Aujourd'hui, il n'y a que des messieurs qui posent des questions. Elles osent pas, les dames. Lancez-vous. Pardon. Alors, je vais changer ma voix pour... Pardon, monsieur, mais comment dire avec les cheveux que vous avez et la moustache magnifique que vous portez, je voudrais pas avoir l'air désagréable, mais ça va être compliqué. Allons-y. Autant je peux comprendre le début de l'agriculture Oui. et la sédentarisation, c'est-à-dire qu'avant on était cueilleur, mais on cueillait un végétal. Quand on a fait l'agriculture, on s'est stabilisé et on a cultivé des plantes qu'on a appris à connaître et à maîtriser. Oui. Le grand mystère pour moi, et vous, comme vous êtes apparemment spécialiste des métaux, je voudrais comprendre qu'est-ce qui a fait que les hommes de l'époque ont pu, à partir de roches, utiliser et maîtriser la production du fer, et pire encore, pour pas dire mieux encore, avec le mélange du cuivre et de l'étain, très complexe, penser qu'on pouvait faire comme cela un métal qu'on pourrait maîtriser et produire les outils dont vous avez montré les photos. C'est un grand mystère pour moi. Alors, en fait, c'est un mystère et pas un mystère. Je m'explique. En fait, il y a plusieurs éléments, je crois, combinés. D'abord, au moment où on développe la métallurgie, les individus travaillent beaucoup, effectivement, les roches, extraient de la roche, travaillent la pierre, l'exportent. On a cette réalité. Je pense qu'il faut aussi intégrer un paramètre qui est une connaissance de l'environnement et des matériaux, j'allais dire plus marquée et plus forte que ce que la moyenne d'entre nous a aujourd'hui. Parce que des vies différentes et parce qu'il y a un lien aux matériaux différents. La métallurgie existe, certaines particules existent sous forme de métal natif. Très peu, mais ça existe. Donc il y a cette réalité de matériaux variés dans la nature qui font que des gens ont pu trouver des fragments. Et puis, vous regardez, quand vous êtes... je ne sais pas si vous avez déjà eu du minerai dans la main, c'est beaucoup plus lourd qu'un caillou normal. Donc, il y a ce regard-là. Si vous faites le catalogue des matériaux, que vous les regardez, que vous les regardez comme vous regardez les plantes, avec qu'est-ce qu'il y a d'identique, qu'est-ce qu'il y a de différent, vous voyez bien que vous avez des familles, vous avez des catégories, vous avez des logiques qui sont pas les mêmes. Et puis, il y a toujours des géotrouve-tout dans le monde. Il y a toujours des gens qui bidouillent, qui essayent, qui testent, qui plus que d'autres. C'est une époque où le feu est parfaitement maîtrisé. On maîtrise le feu pour la céramique. On fait des sols de four. On apporte des pierres pour chauffer un certain nombre d'intérieurs. Donc, entre celui qui cherche, qui bidouille et qui trafique avec la matière, et puis les accidents qui arrivent, et qui vont faire qu'un feu va transformer une matière et que du coup elle n'a pas la même réalité et que du coup quelqu'un qui se pose des questions va essayer de comprendre pourquoi il y a quelque chose de transformé. On est sur des espèces d'étapes qui ont dû se passer. Le problème pour nous, c'est que quand on travaille sur des questions techniques et sur des évolutions techniques, on a en général que ce qui est réussi et pas tous les ratés qu'il y a eu, qu'il faut inscrire comme étant une réalité et qu'il faut inscrire dans la longue durée.
Mais je suis persuadée, comme aujourd'hui, il y a des gens, enfin vous regardez les gamins qui vont gratouiller, fabriquer, faire des tentatives pour quasiment mettre le feu chez eux, malheureux, parce qu'ils ont trifouillé un truc et un machin qu'ils ont trouvé. Voilà, je pense qu'il y a eu des individus comme ça qui ont cherché à comprendre ce qu'ils avaient autour d'eux et ce qu'ils pouvaient en faire. Et ça s'est mis en place petit à petit. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui ont trouvé que ça avait un intérêt. Voilà. Et moi, je travaille avec un fondeur, un bronzier, qui a été directeur de la fonderie Coubertin à Saint-Rémy-les-Chevreuses. C'est impressionnant. Quand il est dans son atelier, il est toujours en train de chercher. Et si je faisais ça, et si je faisais ça, et qu'est-ce que ça ferait? Voilà, c'est une interrogation continue. Et donc, il n'y a pas de raison qu'effectivement, ce soit pas arrivé avec cette espèce de combinaison de faisceaux convergents qui font que y a des inventions qui arrivent à un moment, et la métallurgie en fait partie. Les métallurgies, d'ailleurs, en font partie. Je crois qu'on a une question là-haut. Monsieur. Bonjour. C'est encore un monsieur. Au niveau des grottes, on voit des superbes dessins d'animaux, tout. On voit quelquefois des mains. Et apparemment, moi, j'ai jamais vu un être humain dessiné. Comment que ça se fait? Alors, s'il y en a, il y a quelques représentations avec des êtres humains. À Lascaux, par exemple, il y a la scène du puits, où on voit un homme renversé, ityphalique, en train de mourir. Ça a créé beaucoup de discussions autour de cet individu. Mais dans le registre iconographique, c'est visiblement un choix, puisqu'ils savent représenter les humains, puisque, par exemple, à Lascaux, il y a. Mais c'est pas un choix privilégié. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre les hommes et les animaux qui font que, voilà, les figures, la figuration, le registre figuratif, c'est un registre animal et non pas humain. C'est un choix de représentation. Le savoir pourquoi. Il y a trop de pourquoi pour qu'on soit capable. Ce qui est sûr, c'est que c'est une réalité et qui n'est pas due à une incapacité mais qui relève d'un choix. Oui, bonsoir, et puis merci pour ce moment passionnant. Alors moi, j'ai une petite question concernant votre travail de recherche. Comment ça se passe quand dans le monde, quelque part très loin de chez nous, par exemple, on va découvrir un nouveau site? Est-ce que c'est quelque chose qui est travaillé ensemble, ou bien est-ce qu'il y a une concurrence entre différentes équipes? Comment, voilà. Alors, dans un monde bien fait, qu'on essaie en tout cas de conduire comme ça, on est dans des logiques de collaboration. Alors, aujourd'hui, l'archéologie est développée dans de très nombreux pays. Alors, il y a des situations où effectivement l'archéologie n'est pas la priorité première. Il y a malheureusement un certain nombre de pays où c'est le cas. Il paraît que, enfin voilà, ça paraît pas important dans l'immédiat de faire de l'archéologie, même si c'est en soi important. Donc il y a des pays qui pratiquent leur archéologie, qui ont des équipes nationales, qui ont des universités, qui ont des formations. Et puis on essaie, il y a des équipes françaises qui ont des accords avec des pays pour aller fouiller dans tel ou tel endroit. Et puis il y a un certain nombre de lieux qui sont vraiment des chantiers en collaboration. On est beaucoup plus quand même aujourd'hui sur une archéologie scientifique qui est organisée. On essaie d'éviter ce qui s'appelle la chasse au trésor. Voilà. Ça, vraiment, de plus en plus, je dis pas que ça n'existe pas, mais la chasse au trésor devient quand même, et de plus en plus, du domaine du pilleur, et non pas du domaine de la science archéologique, qui, elle, est plus encadrée, et on fait tout pour que ça le soit. Voilà. Pas toujours simple, mais on le fait. Allez, on a une dernière question. Dans mon adolescence, on faisait de la voile dans le golfe du Morbihan. Et dans ce golfe du Morbihan, on allait dans l'île de Gavrinis, qui était à notre avis, c'était l'aventure, parce que l'île était à ce moment-là était déserte. Maintenant, elle est devenue touristique. Et quand on rentrait dans cette espèce de mégapole de pierres qui était extraordinaire, il y avait une succession de menhirs gravés. J'ai toujours pensé que c'était le début
d'une pensée symbolique. Ces dessins sont extraordinaires et je crois qu'ils n'ont pas tous été ils seront peut-être jamais compris et ça me ravit, moi, qu'ils ne soient pas compris. C'était donc un lieu funéraire, certainement, énorme, et toutes les pierres étaient gravées. Alors, je ne sais pas si c'est le début, oui, c'est un lieu extraordinaire, je ne sais pas si c'est le début de quelque chose de symbolique, parce que probablement ça commence avant, et je pense que cette réalité-là, elle est justement liée à la question tout à l'heure qu'on évoquait du funéraire. Je pense que c'est la manifestation à Gavrinis est particulièrement forte et particulièrement marquante, comme elle l'est dans toute forme de mégalithisme. Je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire que c'est le mode d'expression de cette vision symbolique qui, là, est extraordinaire. Alors, il y a quand même beaucoup de travaux sur Gavrinis. Je ne sais pas si effectivement, il reste des parts à comprendre. Il y a toujours des parts à comprendre. C'est pour ça qu'il y a des archéologues aujourd'hui et j'espère encore nombreux demain. Voilà. Merci beaucoup, Anne Loerf. Et puis merci aussi à l'équipe d'interprètes de Desel qui a fait l'interprétariat en langue des signes ce soir.